Dans cette vidéo, je suis tombé sur un exercice qui est tombé à Maths U, donc l'épreuve orale spécifique Ulm, il y a 2 jours, en MP. Et voilà, on va le résoudre ensemble. L'exercice, c'est on prend n en entier et on dispose d'une application qui va de SLN de Z dans SLN de Z sur NZ. Donc c'est, je prends grand N et petit n 2 entiers sur grand NZ. Et il faut montrer que pi est surjective. Alors je vais commencer par quelques rappels pour nous permettre de comprendre un peu cet énoncé. Qu'est-ce que c'est qu'SLN de Z? C'est l'ensemble des matrices M dans Mn de Z de déterminant 1. En particulier, elles sont inversibles. Quand tu regardes Mn de R, quand tu regardes Mn de C, tu peux regarder l'ensemble des matrices dont le déterminant vaut 1. C'est toujours un sous-groupe, c'est-à-dire que c'est stable par produit, chaque élément a un inverse, et l'inverse d'un élément de déterminant 1, c'est de déterminant 1. Pourquoi? Parce que si j'ai M, M-1 égale IN, j'ai det de M moins 1 qui est égal à 1. Donc si lui il est dans SLN, si lui il est égal à 1, alors lui est égal à 1. Ok, donc SLN de Z c'est tout le temps un sous-groupe. Je peux regarder SLN de Z sur NZ aussi. Donc quand j'ai un anneau quelconque, je peux regarder l'ensemble des matrices à coefficients dans cet anneau. Z sur NZ c'est un anneau, je peux additionner, je peux multiplier, je peux pas inverser, sauf si n est premier. Donc c'est-à-dire que c'est pas un corps, sauf si grand N est premier, mais c'est un anneau, donc je peux regarder les matrices à coefficients dans un anneau quelconque. Et ça a du sens de parler d'inversibilité pour des matrices dans un anneau quelconque. Je fais quelques brefs rappels encore. Un piège, c'est que donc on va poser l'anneau A qui est égal à Z sur NZ. Donc attention, il y a plusieurs trucs. Il est possible d'avoir lambda IN non inversible. De manière générale, le fait d'avoir déterminant non nul ne dit pas que ton truc est inversible. Mettons par exemple que si je regarde la matrice A, je mets que des 0 et je mets 1 ici. Ça, c'est une matrice à coefficient pour A dans A. Donc je prends un élément de A non nul. Je peux regarder cette matrice avec A, 1, 1, 1, 1. Si l'anneau A était un corps, cette matrice serait inversible, mais sinon elle ne l'est pas forcément. Cette matrice est inversible, c'est seulement si le petit coefficient A est inversible. Pourquoi? Parce que, mettons que je trouve un inverse à cette matrice, tel que ça c'est égal à IN. Ce que je peux regarder, c'est le déterminant. Donc le déterminant, il y a toute une théorie du déterminant quand on est sur un anneau quelconque. Tout se passe comme prévu, c'est-à-dire que le déterminant est multiplicatif. Et en fait, le déterminant est inversible si et seulement si la matrice est inversible. Donc ça, on n'en aura pas besoin, donc je ne vais pas le démontrer. Mais le déterminant est multiplicatif quand tu es sur un anneau quelconque. Si tu veux le démontrer, tu as le math D de mon année qui était essentiellement juste démontrer ça. Enfin, c'était faire plein de trucs sur des matrices à coefficients dans un anneau. Donc je te le conseille parce que c'est un truc où tu vas travailler justement l'algèbre. Et cet exercice te paraîtra un peu plus faisable, je pense, après avoir fait le math D de mon année. Donc, de mon année, c'est math D 2023. Non, pardon, 2022-2023. Voilà, donc c'est sur des matrices à coefficients dans un anneau A. Donc voilà, ça, c'est pas inversible. Pourquoi? Parce que j'aurais le déterminant, dans ce cas-là, j'aurais A det de M est égal à 1. Parce que je regarde le det. Le det, c'est multiplicatif. Le déterminant de ce truc-là, c'est égal à A. Et j'ai det de A, det de B qui est égal à 1. Donc A fois det de M est égal à 1. Donc A est inversible. Et de manière générale, quand je suis à coefficient dans un anneau A, la matrice est inversible si seulement si son déterminant est inversible. Et quand on est sur un corps, du coup, ça revient à dire que le déterminant est non nul, ce qui est le critère habituel. Mais donc voilà, ça c'est juste un petit point sur l'inversibilité. Et aussi pour parler du déterminant, pardon. La deuxième chose, c'est que pi est un morphisme d'anneau. C'est-à-dire que j'ai pi, si j'ai deux matrices dans SLN, leur produit est dans SLN. Donc ça, je rappelle que j'ai dit que c'était l'anneau A. Donc si je regarde deux matrices dans SLN, Mn, j'ai ça.
et j'ai que ça passe à la somme. Donc qu'est-ce que c'est que cette application? Je vais l'expliciter, c'est pi, si j'ai une matrice avec des coefficients M11, M12, blablabla, c'est juste la matrice où tu mets la réduction sur tout le monde. Donc tu regardes ça modulo n, ça c'est un entier, tu regardes ça modulo grand n, tu regardes M12 modulo grand n encore. Voilà, ça c'est un truc qui est clairement additif. Donc c'est ça le morphisme pi. Je prends une matrice à coefficient entier MIJ et chaque coefficient, je le mets modulo grand n. Je rappelle que le fait de mettre modulo grand n, c'est un morphisme d'anneau, c'est-à-dire que la congruence du produit, c'est le produit des congruences, blablabla. Et ça passe aux matrices. Donc si je fais ça, ça passe clairement à la somme, c'est-à-dire que si je somme deux matrices, leur réduction modulo n, ça sera la somme des réductions modulo n. Et en fait, tu peux montrer que le produit passe à la réduction de modulo n, essentiellement parce que tout est polynomial. Quand tu as un truc qui a l'air polynomial et que tu es sur des morphismes d'anneau, tout commute. C'est-à-dire que quand tu as un morphisme d'anneau et que tu as une relation polynomiale, le morphisme d'anneau il passe à la somme, il passe au produit, donc il passe à tous les polynômes. C'est ça que je veux dire. Et le produit matriciel, c'est un peu un truc polynomial parce que tu obtiens les coefficients à la fin comme des sommes des coefficients des deux matrices. Donc ça commute à la réduction modulo n, c'est ça que je veux dire. Et pi est un morphisme d'anneau. Okay, ça, je vais en parler comme un fait. Il faut être à l'aise avec ça. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, travaille tes congruences modulo n, regarde ce que c'est que le coefficient toi-même, IJ, écris la formule, tu vas avoir une somme. Les congruences vont passer aux sommes et aux produits et tout va bien se passer. Voilà, donc pi c'est un morphisme d'anneau. Et on veut montrer qu'il est surjectif. Ah oui. Par ailleurs, j'ai dit que c'était un morphisme d'anneau. Ce que je veux dire, c'est que si je regarde pi tilde, parce que SLN de Z n'est pas un anneau, si je regarde pi tilde de Mn de Z dans Mn de Z sur Nz, par cette formule-là, c'est un morphisme d'anneau. Et le morphisme pi que nous, on regarde, c'est juste la restriction de ce morphisme d'anneau à un sous-groupe. Donc je recommence. Ce que j'ai dit, c'était vrai, mais SLN de Z, c'est pas un anneau, donc un peu bizarre, mais tout ce que j'ai dit, tu le fais sur Mn de Z au lieu de le faire sur SLN de Z, et ensuite tu regardes la restriction. Parce que ce que je veux dire, c'est que pi passe au produit. Le pi qu'on a là, il passe au produit. C'est juste ça que je vais utiliser, le reste, je m'en fiche. Pi de Mn, c'est égal à pi de M, pi de N. Et notamment, si tu regardes mes vidéos, et si tu as vu la vidéo sur la théorie de Galois, tu sais que on a ce truc-là, théorème, soit K un corps, alors, théorème que je vais redémontrer, donc il n'y a pas de souci, SLN de K est engendré par les éléments, les transvections TIJ de lambda qui est égal à IN plus lambda, donc tu n'as que des zéros et ici c'est un lambda à la JM colonne et à la IM ligne pour I différente J. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je regarde TIJ de lambda, c'est IN plus ça. Ça, c'est un coefficient qui n'est pas dans la diagonale. Donc j'obtiens une matrice de la forme. J'ai que des 1. Et ensuite, j'ai un coefficient qui n'est pas sur la diagonale, donc son déterminant, c'est 1. Donc cet élément, c'est bien un élément de SLN de K. Donc SLN de K, c'est les matrices de déterminant 1 à coefficient dans mon corps K. Ça, c'est un élément de SLN de K. Et ça l'engendre dans le sens où n'importe quelle matrice peut s'écrire comme un produit de trucs comme ça. Donc ça, c'est un théorème que j'ai montré dans la théorie de Galois. Et le plot twist, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un corps. Le plot twist, c'est qu'on a juste besoin d'avoir un anneau avec une certaine condition principale. Ok, donc je vais démontrer ça pour un anneau principal. Et ensuite, le truc, ça va être de montrer que que Z sur NZ, c'est un anneau principal. Je vais définir ce que c'est qu'un anneau principal, on va voir tout ça. Mais ce truc-là, on va le montrer. Ok, donc je vais commencer la théorie des anneaux principaux.
Et ensuite, on aura fini. Pourquoi on aura fini? Je dis juste rapidement comment on peut conclure. Donc, mettons qu'on admette tout ça, que ça, c'est un anneau principal et que SLN de A, du coup, je l'ai appelé A, ce truc-là, est engendré par les transvections. Alors, ce qu'il faut montrer, c'est que il existe une matrice M telle que pi de M est égal à 1 lambda. Quel que soit lambda, quel que soit i différent de j. Donc, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on atteint les transvections dans l'image. Pourquoi il suffit de montrer qu'on a les transvections dans l'image? Parce que si j'ai les transvections dans l'image, l'image, c'est un sous-groupe. C'est un sous-groupe parce que pourquoi? Pi, c'est un morphisme de groupe. Parce que pi passe au produit, c'est le truc que je montrais au début. Pi passe au produit, donc pi, c'est un morphisme de groupe. Donc, j'ai juste à montrer que je peux atteindre les éléments qui engendrent SLN de A en tant que sous-groupe de l'ensemble des matrices inversibles. Donc, si j'arrive à trouver, quel que soit lambda, quel que soit i différent de j, une matrice M telle que pi de M est égal à ça, j'ai gagné. J'ai gagné parce que j'ai atteint l'ensemble de ces matrices-là. Ça, c'est un morphisme de groupe. J'ai atteint un élément qui engendre le truc, donc j'ai tout atteint. Et comment on montre ça? Bah, essentiellement parce qu'on prend juste la même matrice. Donc là, on dirait qu'il se passe rien, mais il se passe vraiment un truc. Il se passe un truc dans le fait que c'est un morphisme de groupe, ce truc-là, et que SLN de truc est engendré par les transvections et que c'est un anneau principal. Donc c'est ça qui se passe dans cet exercice-là. Et donc, il se passe aussi un truc dans le sens où là, j'ai écrit 1, mais ce que je veux dire, c'est que je regarde 1 modulo grand N. Quel que soit lambda, quel que soit i défendu, ça c'est une matrice dans SLN de A. Et elle est clairement l'image de cette matrice-là qui est clairement dans SLN de Z. Donc c'est un peu ça l'exercice. À la fin, je parlerai de d'autres méthodes pour faire cet exercice parce que cette méthode est quand même très magique. Voilà, donc je parlerai d'autres méthodes pour faire cet exercice. D'autres pistes, parce que j'ai rien trouvé d'autre que ça, mais j'ai quelques pistes. Ok? Donc, ce qu'il nous faut montrer, c'est deux choses. Le but de la preuve, c'est de montrer deux trucs. Petit 1, A est principal, donc ça, je vais le faire rapidement. Donc, c'est quoi un anneau principal? Définition, A est principal si tout idéal donc A, je le prends commutatif. Donc soit A commutatif, un anneau commutatif. Ici, c'est le cas. C'est tout idéal. Donc un idéal, c'est quoi? I est un idéal si c'est un sous-groupe du groupe additif. Donc c'est un idéal si, en tant que structure additive, c'est juste un sous-groupe, donc c'est-à-dire qu'il contient 0, il est stable par somme, il est stable par opposé. Et on demande pour un idéal, on demande que pour tout A dans A, pour tout I dans I, AI est dans I. C'est-à-dire qu'il est stable par multiplication extérieure par tous les éléments de A. Ok, donc c'est une définition qui paraît bizarre, mais qui en fait est très naturelle. Par exemple, si je regarde l'anneau des fonctions continues de 0, 1 dans R, ça forme un anneau. Et tu peux vérifier que pour tout x, si je pose ix, l'idéal des fonctions qui s'annulent en 0, c'est bien un idéal. C'est-à-dire que pour tout x, je peux regarder ix qui est f dans A, f de x égale 0. Et ça forme un idéal parce que quand j'ai deux fonctions qui s'annulent en un point, leur somme s'annule aussi sur ce même point. Et quand je prends une fonction qui s'annule en 0 ou en x, le produit par n'importe quelle fonction s'annule aussi en 0. Et je fais juste une très brève parenthèse. Les idéaux, c'est magique. Pourquoi? Parce que tu vois que la définition d'idéal, je peux la poser dans un anneau quelconque. Et que dans ce cas-là, en fait, tu peux montrer que les ix qu'on obtient là, c'est des idéaux qui sont importants en un certain sens, tous les ix. Et en quelque sorte, par les idéaux de cet anneau, on a retrouvé les éléments sur lesquels il agissait. Donc ce que je veux dire, c'est que, mettons que j'ai un anneau de fonction, et ben je peux regarder
mettons que j'ai un anneau de fonction sur un certain espace métrique, je peux regarder pour tout élément du point de l'espace l'idéal des points, enfin l'idéal des fonctions qui s'annulent sur n'importe quel point. Et ça, c'est une définition que je peux mettre dans n'importe quel anneau. On peut axiomatiser les idéaux qui vérifient en quelque sorte cette condition-là. Regarder n'importe quel anneau, dire je regarde l'ensemble des idéaux qui ressemblent à l'idéal des fonctions qui s'annulent en un point. Hop, ça me fait une belle définition. Et en quelque sorte, n'importe quel anneau arbitraire est un anneau de fonction sur ce truc-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout important en prépa, mais je fais juste une digression. Quand j'ai un anneau de fonction continue sur un espace, il y a un certain type d'idéaux qui est intéressant, c'est l'idéaux des fonctions qui s'annulent sur un certain point. Et en fait, il s'avère que quand je prends un anneau quelconque, je peux axiomatiser les idéaux qui ont ces propriétés-là, qui ressemblent à l'ensemble des fonctions qui s'annulent sur un certain truc. Ça me fait un ensemble d'idéaux. Et je peux mettre une topologie sur ces idéaux-là et dire, ah bah regardez, mon anneau abstrait, n'importe lequel, en fait, c'est l'anneau des fonctions sur cet ensemble d'idéaux-là. Donc voilà, ça c'est un truc qui est extrêmement joli et qui crée des liens très forts en fait entre l'algèbre et la topologie. C'est-à-dire que à n'importe quel anneau, tu as associé cet ensemble d'idéaux-là avec cette topologie-là et ça te crée un lien entre topologie et algèbre. Donc c'est quelque chose de très beau. Voilà, bref, tout ça pour dire que c'est tout idéal, donc I c'est un idéal, voilà, est principal. Et de la forme X, donc si je regarde un élément X de mon anneau, l'idéal engendré par X, c'est l'ensemble des XA pour A dans A. Tu peux vérifier que c'est un idéal parce que c'est stable par produit, parce que si je regarde XA et que je le multiplie par B, bah XA fois B, c'est XAB. Donc je regarde l'idéal engendré par X, c'est l'ensemble des XA pour A dans A. C'est stable par somme, donc il y a tout ce qu'il faut, c'est un idéal. Voilà, donc un anneau est principal, c'est tout idéal et de cette forme-là. Et en fait, on a un théorème qui est Z est principal. Je te laisse le démontrer en exercice. Pourquoi c'est principal? Essentiellement parce que tu prends un idéal. Donc un idéal de Z, c'est un truc qui est stable par somme. Et ce que tu regardes, c'est le minimum. Donc je vais le prouver. I inclus dans Z idéal. Je regarde Y qui est le minimum de I inter N étoiles. Donc je regarde le plus petit entier strictement positif qui est dans I. Et si je prends, on va montrer, donc on a déjà que l'idéal engendré par Y est inclus dans I. Pourquoi? Parce que si je prends un élément de la, enfin l'idéal engendré par Y c'est l'ensemble des AY. Si je prends un élément de la forme AY, par hypothèse sur I, qui est que I est stable par produit extérieur, AY est dans I. Ok? Donc je regarde Y qui est le minimum de ça. Et en fait, si je prends soit X dans I, je peux supposer que X est positif, quitte à considérer moins I, parce que j'ai envie de montrer que X est dans l'idéal engendré par Y. Si X est égal à 0, c'est facile. Et ça revient à montrer que moins X est dans cet idéal-là. Donc je peux supposer que X est strictement positif. Et ensuite, ce que j'ai, c'est que je peux écrire la division euclidienne. Donc je peux écrire X est égal à QY plus R. Donc c'est-à-dire que j'écris la division euclidienne de X par Y. Et ce que je remarque, c'est que R est dans I. Pourquoi? Parce que R, c'est égal à X, qui est un élément de I, moins QY. QY, c'est un élément de I, donc R est dans I. Ok? Et donc, il est dans I, il est strictement plus petit que Y, donc il est strictement plus petit que Y, donc il est égal à 0. R est égal à 0, et j'ai juste X égale à QY. Et donc, X est un élément de l'idéal de I. Ok? Donc, théorème, I est principal. Et de ça, on va en déduire le théorème prime, qui est Z sur NZ est principal.
Et pourquoi? Parce que exercice, je te le laisse en exercice, montrer que z sur nz est principal. C'est pas beaucoup plus compliqué. En fait, ce que tu montres, c'est qu'un idéal de z sur nz, si j'ai un idéal de z sur nz, je retrouve un idéal de z en regardant si j'ai i inclus dans z sur nz. Alors, en quelque sorte, l'ensemble des x dans z tel que x mod grand N appartient à i, ça tu montres que c'est un idéal. Ça, c'est facile de montrer que c'est un idéal de z. Et donc, il s'écrit de la forme a fois z. Et en fait, ce que tu montres, c'est que i, c'est l'image de la réduction modulo n de a par z. Okay, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça et que si tu ne connais pas ça, ce n'était pas du tout clair. Ok, donc maintenant, on va montrer le théorème qui est beaucoup moins connu. C'est si a est principal. Donc, le deuxième point, c'est a est principal implique SLN de A engendré par transvection. Je te laisse à réfléchir comment tu t'y prendrais. Si tu connais le cas où A est un corps, tu peux t'en inspirer. Donc je ne l'ai pas dit, mais un corps est un... N'importe quel corps pardon, est un anneau principal. Donc comment on va faire ça? On va montrer que si A est principal, alors on peut définir un PGCD. On peut définir une division par x divise y équivalent à l'idéal engendré par y, enfin, équivalent à il existe q tel que y égale xq. Et ça équivaut à avoir y dans l'idéal engendré par x. Donc quand j'ai un idéal principal, on peut définir une division, tu peux montrer plein de trucs, tu peux montrer que c'est transitif. De manière plus générale, tu peux montrer une division, mais quand tu as un anneau principal, tu as une notion de PGCD. Et si A est principal, et que j'ai x1 et xn dans A, on peut définir le PGCD de x1, xn existe. Donc c'est quoi le PGCD de x1, xn? C'est un élément dans A qui divise à la fois x1 et jusqu'à xn. Et de plus, on a une relation de Bézout, c'est-à-dire qu'on a u1, x1 plus un, xn qui est égal au PGCD. Donc quand je suis dans un anneau principal, n'importe lequel, c'est en particulier le cas sur Z, mais ça sera, enfin, ce qui nous intéressera, ça sera sur Z sur NZ, que je prends x1, xn des éléments de cet anneau-là, je peux définir leur PGCD, et j'ai une relation de Bézout sur la somme des trucs-là. Okay, en particulier, si j'ai x1, xn dont le PGCD est 1, c'est-à-dire que ça veut dire quoi que le PGCD soit 1? Ça veut dire que le seul élément qui divise x1 jusqu'à xn, c'est un élément inversible. Donc le PGCD, c'est défini à inversible près, je ne l'ai pas dit, mais quand tu as A qui divise B et que tu as un inversible, tu as aussi que l'inversible fois A divise B. C'est comme quand tu es dans Z, les inversibles de Z, c'est plus moins 1. Et tu n'as que moins 1 divise 1, enfin tu n'as que moins x divise x. La division, ça passe au moins si tu veux. Et de manière générale, la division, ça oublie les questions d'inversibilité. C'est-à-dire que si j'ai un inversible et que j'ai x dans A, j'ai que u divise x j'ai que uy divise x équivalent à y divise x. Enfin voilà, bref, tout ça pour dire que le PGCD est défini à inversible près, tout comme on le définit à inversible près dans Z, et qu'on a quand même une relation de Bézout. Voilà, donc ça c'est l'exercice que je te laisse montrer. Ce qu'il faut regarder, c'est l'idéal engendré par x1 jusqu'à xn.
Ok, maintenant on sait qu'on a un PGCD. Et ce qu'on va faire, c'est on arrive au gros point de la démonstration de SLN de A engendré par les transvections. Donc je vais faire un petit topo sur les transvections, c'est ce lemme-là. Si je prends une matrice M et je la note selon ses colonnes, donc je la note C1 jusqu'à Cn, et que je la multiplie par Tij, ça me donne C1 et Cj plus lambda Ci. Donc la jm colonne est remplacée par la jm colonne, sauf que j'ai ajouté lambda fois Ci jusqu'à Cn. Donc ça fait quoi de multiplier par une transvection? C'est pour ça qu'on les appelle transvections, c'est parce que ça prend le vecteur Ci, ça le multiplie par lambda et ça l'envoie dans la case Cj. Ça revient à prendre une colonne et à la mettre dans une autre case affectée d'un certain coefficient. Ok? Et ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une opération qui ne change pas le déterminant. Parce que le déterminant du produit de ça, donc c'est remarquable que ça ne change pas le déterminant. Le déterminant du produit de ça, c'est le produit des déterminants, sauf que ça, c'est le déterminant 1, donc ça ne change pas le déterminant. Donc une opération qu'on peut faire tout le temps, sur n'importe quel anneau, c'est multiplier par une matrice de transvection, ça ne change pas le déterminant, et ça prend une colonne, ça la multiplie par lambda, et ça l'envoie autre part. Donc ça, c'est un exo, je te laisse le montrer. C'est pas compliqué. Enfin, ça se fait. Et le deuxième truc, c'est que quand je multiplie à gauche, ça fait la même chose sur les lignes. Donc, le résumé, c'est que quand je regarde une transvection, j'ai le droit, enfin, quand je regarde le sous-groupe qui est engendré par les transvections, j'ai le droit de translater les colonnes. C'est ça que je veux dire, c'est que l'opération de prendre une colonne, de la prendre et de la mettre autre part, de l'injecter autre part, affectée d'un coefficient, c'est quelque chose qui, si je l'étère et j'arrive à l'identité, ça veut dire que je suis engendré par une transvection. Donc, ce qu'on va faire dans la preuve, c'est on va prendre une matrice M et ensuite, je vais noter équivalence quand on passe d'une matrice à l'autre en changeant des colonnes. Donc, je prends ma matrice C1 jusqu'à Cn. Et ensuite, on va montrer que ça, c'est égal à... Je vais changer les colonnes d'une certaine manière. Je dirai comment je le ferai. Puis là, il y aura... Puis j'aurai multiplié par Tij. Donc, j'aurai multiplié une certaine colonne. Et ensuite, il faudrait que je multiplie par Tij-1 parce que j'ai fait l'opération... Enfin, ce que je vais faire, c'est... Je vais dire que ma matrice est égale à ma matrice où j'ai modifié un certain coefficient. Donc, mettons que par exemple, C1 est passé à C1 plus lambda Ci. Bah, ce qu'il faut que je retire, c'est Ti1 dans lambda, moins 1. Donc ça, c'est juste une réécriture du lemme d'avant. C'est juste une réécriture de lemme d'avant parce que ce qu'on avait montré, c'est que quand je multiplie une matrice par Tij lambda, ça revient à faire cette opération-là qui est de translater les colonnes. Et si je continue d'itérer ça, ce que je vais faire dans la preuve, c'est je vais continuer d'itérer des translations sur les colonnes et je vais arriver à l'identité. C'est ça qui va se passer. Je vais translater des colonnes et je vais arriver à l'identité en translatant les colonnes. Et donc, je serai arrivé à l'identité en faisant un certain nombre d'opérations T1 JR moins 1, TI1 J1 moins 1 de lambda 1. Donc, si tu veux, ça, c'était la première itération. Et là, c'est la dernière itération. Donc, c'est ça qui va se passer. Je vais faire un tas d'opérations sur les colonnes. J'arriverai à ce résultat-là. Et ce que tu remarques, c'est que maintenant, j'ai montré que ma matrice, si j'arrive à faire ça, j'aurais montré que ma matrice est dans le sous-groupe engendré par les transvections. Donc, en résumé, ce que je vais te faire dire, c'est, mettons qu'en faisant des bidouilles sur les colonnes, j'arrive à l'identité, ça montre que les transvections engendrent ma matrice. C'est ça le point. Et donc, comment on va faire ça? Donc, je vais prendre ma matrice M qui est égale à M11 jusqu'à MN1.
Et pour l'instant, le reste, je m'en fous. Pour l'instant, le reste, je m'en fous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des opérations sur les colonnes pour m'arriver, avec des opérations sur les colonnes, à une matrice de la forme 1, que des coefficients 0, un coefficient 1 et que des coefficients 0. Et là, le reste, je m'en fichera. J'aurais fait ça, et ce que je vais continuer à faire, c'est que je vais... une fois que je serai arrivé là par des opérations sur les colonnes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des opérations sur les lignes. Une fois que j'ai un coefficient 1 ici, je peux enlever cette ligne-là fois un certain coefficient pour tuer ce qui se passe ici. C'est exactement ce qui se passe quand tu fais le pivot de Gauss. Je peux tuer tout ce qui se passe ici. Et donc, en faisant des opérations sur les lignes cette fois, mais c'est pas grave, j'arriverai à une matrice de la forme 0, 1, 0, 0, que des 0 ici. Et ensuite, je vais réitérer sur la matrice où j'ai enlevé tous les 0. OK? Enfin, ce que je veux dire, c'est que le point vraiment important de l'argument, c'est de passer de là à une matrice où la première colonne, ou la première ligne, pardon, c'est que des 0 et 1, 1. Et ensuite, il faut le faire, faut, comme j'ai dit, nettoyer les lignes en faisant des opérations sur les lignes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un coefficient là, ce que tu fais, c'est que, mettons que tu as un coefficient ici qui est 2. Ici, donc, je ne sais pas ce que j'ai, mais ici, j'ai un coefficient de 2. Ce que je fais comme opération sur les lignes, c'est que je prends cette ligne-là et je la fais moins 2 ici. Donc, comme je l'ai dit, j'ai le droit de faire des opérations sur les colonnes quand je regarde le groupe qui est engendré par les transvections. Et j'ai aussi le droit de faire des opérations sur les lignes parce que il s'avère que multiplier à gauche par une matrice de transvection, c'est opérer sur les lignes. Exactement comme de la manière que c'est d'opérer sur les colonnes quand tu multiplies à droite. Tu peux le voir avec les transposés si tu veux, par exemple. Donc j'ai le droit de faire des opérations sur les lignes et les colonnes. Et donc ce que je vais montrer, c'est que je peux arriver à là. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais enlever tout ce qui se passe ici. Donc en enlevant moins 2 ici, je tombe sur 0 et ici, je ne sais pas. Je vais continuer à le faire, je vais continuer à enlever les coefficients là. Et je vais tomber sur cette matrice-là. Et une fois que j'aurai fait ça, je continuerai à faire la même chose, sauf qu'en considérant la matrice, entre guillemets, où j'ai enlevé tout ce qui se passe là. Donc c'est une matrice de taille n-1, n-1. Je recolle les deux bouts ici, ça me fait une matrice de taille n-1, n-1, et je continue à faire ce qui se passe. Et à un moment, on va tomber sur... et à la fin, on va trouver sur un truc du type une matrice de permutation, en gros. Il n'y aura que des 1 ou des 0, et exactement 1, 1 par ligne et par colonne. Et là, il faudra me croire sur parole que cette matrice-là on peut arriver à l'identité à partir de cette matrice-là. Mais c'est pas compliqué. Ce que tu fais, c'est que, c'est un exercice. OK? Et comment on arrive à cette colonne-là? Je te laisse le faire en exo. Mais en fait, ça vient du fait que le PGCD, le PGCD de M11 jusqu'à Mn1 est égal à 1. Donc le PGCD, il est définissable à inversible près. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'existe aucun élément de A non inversible qui divise M11 jusqu'à Mn1. Et la manière dont tu montes ça, c'est que tu utilises que le det de M est inversible. Or, ce qu'on a, c'est que le déterminant est n linéaire par ligne et par colonne. Et donc, si j'avais un diviseur de M11 jusqu'à Mn1, je pourrais écrire M11 fois, je l'appelle P, M11' fois P jusqu'à Mn1 fois P. Mais ce que j'aurais alors, c'est que j'aurais, par n linéarité du déterminant, j'aurais... Donc, je suppose que c'est cette écriture-là. J'aurais det de M qui est égal à P fois det de M'. Et M', c'est juste la matrice où on regarde M11' jusqu'à Mn1'. C'est la matrice M11'. Et sinon, je laisse les mêmes coefficients. OK? Donc, c'est égal à P fois det de ça. Mais sauf que det de M est inversible, ce qui implique que P est inversible. Donc, le seul élément qui divise les trucs ici est inversible. OK? Donc, je recommence. Avec ma bidouille de SLN2Z, ce que je voulais, c'était faire des opérations sur les colonnes et me ramener à cette situation-là. Sauf que j'ai montré que le PGCD de ces n éléments était 1. Parce que si c'était pas 1, j'aurais un diviseur commun, mais c'est pas possible parce que le déterminant est n linéaire, du coup, il aurait fait sortir ce facteur, et j'aurais eu un P qui n'est pas inversible et ça aurait posé problème. Et donc maintenant, ce que j'ai, c'est que j'ai 1 qui est égal à U1 pardon, M1, 1,
j'ai une relation de Bézout avec mes coefficients ici, donc je me ramène à la situation, la matrice de base. J'ai une relation de Bézout sur ces coefficients-là, et ça veut exactement dire que je peux agencer mes colonnes avec des facteurs U1 pour me ramener à cette situation-là. Ok? Ça, c'est le point. Et voilà, on conclut comme ça. Donc je vais donner quelques pistes pour cet exercice-là, quelques pistes que j'aurais sûrement attaquées si j'ai... Enfin, là j'ai présenté ça, donc c'est un peu déroulé, ça a été un peu déroulé, mais si j'étais confronté à cet exercice, j'y ai réfléchi parce que j'avais pas la solution quand j'y ai réfléchi. Il y a plein de pistes qu'on aurait pu regarder. Donc c'est ça que je vais te proposer dans la suite de cette vidéo, c'est d'autres pistes pour voir ça. Parce que l'important dans un exercice de maths U, c'est pas d'avoir la solution, c'est d'avoir des pistes raisonnables, de montrer que tu comprends un peu ce qui se passe dans l'exercice. Donc la première piste, ça aurait été de regarder des petits cas. Là, je me suis direct lancé dans le cas général parce que j'avais la preuve avant de tourner cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il nous dit notre exercice n égale 2? Il me dit que je prends 4 coefficients A, B, C, D dans SL2 de Z sur NZ. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que AD moins BC est congru à 1 modulo grand N. Donc autrement dit, si je les représente par des entiers, ça veut dire que j'ai AD moins BC, donc je vais les noter avec des barres, AD moins BC est égal à 1 plus K fois N. Donc je prends AD moins BC, n'importe quelle représentation des classes de congruence modulo N. Voilà, j'ai ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice? Il nous dit que pi est surjectif, donc il nous dit que ça, c'est censé être égal à pi de alpha, bêta, gamma, delta. Et donc, ça veut dire que j'ai envie d'avoir alpha, bêta, gamma, delta, tel que alpha, delta moins bêta, gamma est vraiment égal à 1, donc c'est pas juste une congruence, et tel que alpha bar est égal à A, bêta bar est égal à B bar. Voilà, donc j'ai envie de trouver des antécédents. J'ai envie de trouver certains entiers qui sont dans la classe de congruence de ABCD, dont le déterminant est égal à 1. En supposant que les congruences vérifient ça. Donc un truc que tu peux regarder dans ce cas-là, c'est tu prends n'importe quel relevé, de ABCD, et ici je les ai notés AD moins BC, et tu sais que tu peux écrire ça. Tu sais que tu peux écrire que AD moins BC c'est égal à 1 plus KN. Et ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est translater. Au lieu de regarder A, tu peux regarder A plus grand N. Parce que ça a la même image par la congruence modulo N. Et tu trouves un truc de la forme 1 plus KN plus D. Et plus généralement, si tu regardes lambda N plus A à la place de A, tu trouves plus lambda D. Et donc tu vois que l'enjeu de l'exercice devient un peu espérer que D est égal à 1. Parce que si D est égal à 1, on a gagné, on prend juste lambda égale moins K. Donc je recommence tout. On veut trouver alpha, bêta, gamma, delta tels que leur congruence modulo N s'identifie aux congruences de ABCD, mais tels que leur déterminant soit égal à 1. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends AD moins BC quelconque. Je peux écrire AD moins BC, ça c'est des vrais entiers pour le coup, qui est égal à 1 plus KN, plus K grand N. Et ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui se passe si je modifie mon entier A d'un certain multiple de grand N, bah ça m'impacte mon déterminant d'une certaine manière, que je contrôle bien. Ici, dans le cas de 2, c'est facile. C'est juste multiplié par le coefficient de D. Et donc, si Dieu est avec nous et que le coefficient petit d est égal à 1, c'est facile, parce que je prends juste lambda est égal à moins K, plus D lambda grand N, pardon. Je prends juste lambda est égal à moins K, et ça s'annule, et je trouve juste 1. Donc, tu as compris que ce raisonnement, je peux le faire pareil sur D. Je peux aussi changer D d'un coefficient lambda prime N. Enfin, l'idée, c'est qu'en bidouillant nos coefficients qui se ramènent aux classes de congruence, on a envie de tomber sur 1.
Et en fait, cette piste-là, je pense qu'elle revient à comprendre les mineurs d'une matrice. C'est-à-dire que dans le cas de 2, on a vu apparaître le coefficient D, et ça vient du fait que les mineurs de 2, c'est juste les coefficients de la matrice. Donc voilà, je pense que si j'aurais voulu résoudre ça, je me serais inspiré du cas de 2, j'aurais essayé de montrer le cas de 2 par une certaine manière. Et un autre cas qui est intéressant, c'est regardez le cas grand N premier. Dans ce cas-là, Z sur NZ, ça devient un corps, et donc je pense qu'il se passe des choses différentes. Une autre possibilité qui m'était venue à l'esprit, c'est en fait, les matrices inversibles de Mn de Z, il n'y en a pas des masses. Elles sont soit de déterminant 1, soit de déterminant moins 1. Donc, j'aurais peut-être essayé de montrer qu'on peut trouver un antécédent qui est inversible, simplement, de ma matrice-là. Donc, peut-être montrer que c'est surjectif de GLN dans GLN. Peut-être que j'aurais pu montrer que c'était surjectif de GLN dans GLN. Et ensuite, montrer que comme les matrices de GLN, il n'y en a pas des masses, me ramener à SLN d'une manière ou d'une autre, peut-être en considérant l'opposé de la matrice ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est une idée que j'aurais pu avoir. Et aussi le fait qu'on peut composer ces morphismes-là de projection. Donc là, on a regardé de SLN de Z dans SLN de Z sur NZ. Mais ce qu'on peut faire, c'est composer ça avec le morphisme vers SLN de Z sur P puissance alpha Z. Et donc, en direct, il suffit à peu près de traiter les cas P premiers. Un autre truc, c'est que, d'après le théorème des restes chinois, je sais que Z sur grand NZ est isomorphe à un produit de Z sur P puissance P1 alpha 1Z fois machin machin. J'ai un théorème qui me dit ça, donc en quelque sorte, je pense que l'énoncé, le cas critique est le cas où, où grand N est une puissance d'un nombre premier, mais je n'ai pas encore de manière de conclure. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir à cet exercice dans les commentaires. Je pense qu'il y a 150 preuves au moins de cet énoncé. Donc ça m'intéresserait de savoir la tienne. Là, j'ai choisi une preuve très algébrique, très abstraite, parce que je pense que c'est le moment de revenir sur plein de trucs, notamment le fait que SLN de K c'est engendré par les transvections. C'est le moment de revenir sur plein de trucs.